Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les cellules d'accueil et d'écoute, les CAE, de l'Église de France, celles qui ont été créées donc pour les victimes d'abus sexuels. Oui, On a deux documents principaux sous la main. D'abord, un audit assez fouillé de ces cellules qui date de fin 2023, c'est ça. Hein. et puis une proposition plus récente, juillet 2025, du collectif Voix libérée. Eux, ils veulent redynamiser tout ça. Exactement. L'idée, c'est de voir un peu où on en est, ce qui marche, ce qui coince peut-être, et puis les pistes d'évolution. Tout à fait. On a d'un côté, on va dire, le regard de l'institution, avec l'audit qui donne une photo assez précise de la situation, Mhm. et de l'autre, la voix des personnes concernées via ce collectif Voix libérée qui, eux, pousse pour une action plus ancrée dans le vécu, dans l'urgence aussi. D'accord. Alors, commençons par cet audit de fin 2023. Qu'est-ce qui en ressort principalement? On sent une volonté de bien faire au départ, mais une mise en œuvre plus complexe. C'est un peu ça, oui. L'idée, c'était vraiment de professionnaliser l'accueil. Parfois, d'ailleurs, en s'appuyant sur des choses qui existaient déjà. D'accord. Mais dans les faits, l'activité est très, très inégale. Il y a un chiffre qui m'a marqué. Début 2023, 15% des cellules n'avaient reçu aucune nouvelle demande. Aucune. 15%. Mais c'est énorme. Surtout après le choc du rapport SIAZ, fin 2021, non? Exactement, il y avait eu un pic de demandes juste après, et puis apparemment, ça s'est tassé pour certaines cellules. Donc un dispositif qui existe, mais qui n'est pas toujours sollicité. Peut-être pas assez connu aussi. Oui, c'est une question. C'est en partie ça. L'audit montre aussi autre chose. Les demandes, elles dépassent souvent le cadre prévu au départ. Ah oui. C'est-à-dire, Au départ, c'était très centré sur les abus sur mineurs dans un contexte église, quoi. mais les cellules reçoivent des appels pour des adultes, des témoins, des faits très anciens, ou même des choses qui se sont passées hors de l'Église. D'accord. Donc un spectre plus large que prévu. Voilà, et surtout une hétérogénéité folle d'une cellule à l'autre. Dans l'application des recommandations de la Conférence des évêques de France, la CEF, c'est vraiment le grand écart parfois. Ok. Et alors, quels sont les points faibles majeurs que cet audit met en lumière? Alors, il y en a plusieurs qui sont assez criants. D'abord, la visibilité. C'est simple, la moitié des victimes qui ont été rencontrées pour l'audit, Oui. elles ne connaissaient même pas l'existence de ces cellules. La moitié. Ah oui, quand même. Donc on met en place une structure, mais les principaux concernés ne sont pas au courant. C'est un peu ça. Ensuite, la formation, souvent jugée insuffisante. Surtout en victimologie, la compréhension spécifique des traumatismes, des besoins des victimes. Même s'il y a des psys, des juristes... Oui, même avec des compétences variées, la formation spécifique sur l'écoute de victimes d'abus, elle manque. Près de la moitié des membres bénévoles ou salariés n'ont pas eu de formation dédiée. La moitié sans formation dédiée? C'est préoccupant, ça. Très préoccupant. Et ça continue. L'écoute en binôme, par exemple, c'est une précaution de base pour l'écoutant et l'écouter. Oui, essentiel. Ce n'est systématique que dans 75% des cellules. Les lieux d'écoute, pas toujours neutres non plus. Ça peut être un bureau dans l'évêché, par exemple. Pas idéal pour la confiance. Effectivement. L'orientation vers l'extérieur aussi, vers des associations comme France Victimes ou des thérapeutes spécialisés. C'est assez limité. Et puis, toute la question de la paperasse, comme on dit. Ah, la formalisation, l'archivage. Exactement. C'est souvent insuffisant, ça pose des questions pour le suivi, mais aussi pour la confidentialité, le respect du RGPD, le règlement européen sur les données. Peu de bilans annuels publiés aussi, seulement 10%. Difficile d'avoir une vue d'ensemble et d'évaluer dans ce cas. Tout à fait. Et un point qui m'a semblé très sensible, la supervision psychologique des écoutants. Oui, 2 tiers des cellules, 67%, n'en proposent jamais à leurs membres. Alors que ce sont souvent des bénévoles, 76% des effectifs, qui entendent des choses extrêmement lourdes. 2 tiers sans supervision, c'est TPE. énorme. Le risque d'épuisement, voire de traumatisme vicariant pour les écoutants elles-mêmes est réel. Absolument, c'est un point d'alerte majeur de l'audit. Il y a aussi le risque de confusion avec les services du diocèse, ce qui peut freiner certaines victimes. Ok, donc un tableau contrasté, on va dire, pour l'audit. Et face à ça, justement, arrive cette proposition du collectif Voix libérée en juillet 2025. Quelle est leur approche alors? Elle est différente? Ah oui, radicalement différente dans l'esprit. Eux, ils s'appuient sur un texte pastoral récent de l'Église d'ailleurs, pour une pastorale des personnes victimes. Hmm. Et leur message, c'est « on peut agir maintenant, il faut agir maintenant, n'attendons pas d'autres directives ». L'accent est mis sur l'humain, le respect, l'écoute active. Et l'écoute sans jugement, c'est ça?
Exactement. Sans jugement est très important, sans chercher à ramener la personne à la foi. Ça, c'est clairement dit. Ils insistent sur le temps nécessaire, la confiance à bâtir. Et ils proposent des outils concrets. Comme quoi, par exemple? Des groupes de parole, des temps de silence partagés, des rencontres vraiment adaptées au rythme de la personne, une mise en lien avec des ressources extérieures si besoin. Et il y a cette idée qui m'a paru assez forte d'élargir la notion de personne victime, c'est ça? Absolument. C'est un point central de leur proposition. Pour eux, il ne faut pas s'arrêter à la personne qui a subi directement l'abus. Il faut inclure qui d'autre? Les proches, le conjoint, les enfants, les parents. Eux aussi sont impactés. La communauté entière parfois, la paroisse, la communauté religieuse. Et même, c'est intéressant, les clercs, prêtres ou religieux, qui n'ont rien fait, mais qui souffrent de la crise, de la suspicion. Ah oui, c'est une vision très systémique de l'impact des abus. Reconnaître que ça touche beaucoup plus largement. C'est ça. Une vision élargie de la blessure. Du coup, concrètement, ils demandent quoi aux cellules existantes ou à créer? Oui, qu'est-ce qu'ils attendent d'elle? D'être proactive. C'est-à-dire ne pas juste attendre que le téléphone sonne, mais aller vers les gens, proposer un accompagnement qui s'inscrit dans la durée. Pas juste un accueil ponctuel. D'accord. Et sur la forme? Utiliser systématiquement des lieux neutres, s'appuyer sur des laïcs formés, qui soient bien indépendants de la structure hiérarchique de l'Église. Intégrer toutes ces personnes victimes au sens large dont on parlait. Ils suggèrent aussi des gestes de reconnaissance symboliques, mais pas forcément religieux, et ils se disent prêts à aider, à fournir des outils, des formations. Donc, si on résume, d'un côté, on a l'audit institutionnel qui montre des forces, certes, mais aussi de sérieuses limites, une grande inégalité sur le terrain, Oui, des bonnes intentions, mais des ratés. voilà. Et de l'autre, cet appel de voix libérée qui vient vraiment des personnes concernées et qui plaide pour une approche plus large, plus humaine, plus proactive et peut-être moins centrée sur l'institution elle-même, quoi. Et ce qui est frappant, c'est la résonance. Les points faibles identifiés par l'audit. Le manque de visibilité, de formation, de supervision, les problèmes de formalisation, le besoin d'orientation externe, ça correspond presque point par point aux solutions ou aux demandes du collectif Voix libérée. C'est vrai. La question centrale, finalement, c'est comment l'institution peut-elle passer d'une structure de réponse, parfois un peu rigide ou défaillante, à un véritable accompagnement? Un accompagnement qui soit réparateur, inclusif, pour toutes les personnes qui ont été blessées par cette crise. Une question essentielle, oui. Et ça laisse une interrogation pour l'avenir, peut-être. Hein. Au-delà des procédures, des organigrammes détaillés dans l'audit, comment on s'assure vraiment de la qualité humaine de cette écoute? Comment on mesure l'impact réel sur les personnes, comme le demande Voix libérée? Surtout quand on voit que l'audit pointe lui-même le manque criant de formation et de supervision. Comment garantir cette qualité-là, concrètement? C'est toute la difficulté et tout l'enjeu pour la suite. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.